Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. En juillet 2024, la Chine a pris la présidence tournante de l'Organisation de coopération de Shanghai, inaugurant ainsi une année chinoise riche en couleurs. Et aujourd'hui, avec deux invités, nous allons revenir sur les temps forts de cette année et aussi nous allons voir un peu les enjeux de l'avenir. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le studio de Beijing Lotfi Mekdam, journaliste de CGTN Arabe. Bonjour. Bonjour. Et par visioconférence depuis Shenzhen, Jia Yongping, conseiller principal en stratégie de neutralité carbone chez Tencent. Bienvenue, Monsieur Jia. Bonjour. Alors, je vais commencer à vous demander quelles sont les initiatives et les caractéristiques les plus marquantes de cette année chinoise de l'OCS. Je vais peut-être commencer par Lotfi. Oui, il faut revenir sur cette année, comme vous l'avez bien dit, haute en couleurs, depuis que la Chine a pris la présidence tournante de l'OCS en 2024. On a vu qu'il y avait une dynamique qui s'est installée au niveau des grandes activités de l'OCS à travers les pays membres et les pays partenaires. On a vu que la Chine a réussi à mettre l'accent sur plusieurs domaines. L'énergie verte, le développement durable, l'économie, l'aspect sécuritaire, mais aussi le cyberespace. Et elle a essayé de créer des dynamiques. On a vu qu'il y avait de grands événements à hauteur de 100 événements qui ont marqué cette présidence. Il y avait par exemple des événements, celui de Xi'an qui a traité du développement durable, de la lutte contre la pauvreté. Il y avait celle de Russie aussi, où on a parlé de développement durable. Aussi, il y avait une grande opération à Pékin pour planter des arbres, la main verte, pour essayer d'ouvrir des ponts de communication. Quand on revient à la présidence de la Chine, on a vu que la Chine a essayé à mettre l'OCS au cœur de ce changement mondial au niveau des accords ou des relations globales. Parce qu'aujourd'hui, du fait que le monde passe par une période de perturbation, une période où on peut dire le monde a perdu son nord, dans un monde global où au cœur de ce monde global, c'est la participation, le partage, le devenir commun et les relations win-win. Donc on a vu que la Chine, à travers cette présidence, elle a essayé de capter l'attention des pays membres de l'OCS, mais aussi les pays membres ou partenaires du dialogue. Parce qu'aujourd'hui, l'OCS, c'est 10 pays membres, 14 pays membres du dialogue et 2 pays observateurs. Quand on voit ça, c'est très important. L'émergence de ce pôle-là qui a été créé il y a quelques années, qui a démarré par l'esprit de Shanghai dans les fin des années 90, après en 2001 avec les 6 pays membres de ce qu'on appelle la genèse de cette organisation. Aujourd'hui, on voit que la Chine a placé les attentes de l'OCS dans ce qu'on appelle le devenir commun de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de challenges, comme je l'ai dit, sur le plan géopolitique ou géostratégique. Et que ces pays-là, ils représentent pratiquement la moitié de la population de la Terre. Donc, les événements de l'année précédente ou de l'année de la présidence tournante de la Chine, on a vu aussi que la Chine a pu ouvrir son système de navigation Baidu pour tous les pays, qu'elle est en train d'offrir des bourses d'études, 1000 bourses pour tous les pays partenaires dans la haute technologie. On voit aussi que la Chine a essayé de réduire l'écart au niveau des barrières économiques ou des barrières commerciales en injectant de l'argent dans des projets d'infrastructure, mais aussi de revoir la vision de ces pays, comment on peut interagir au sein de l'organisation sans toucher aux intérêts des uns et des autres, mais aussi de les placer
en amont ou comme but pour tous les membres. Je pense qu'aujourd'hui, l'OCS comme grande organisation mondiale, je pense que c'est l'une des plus grandes, ou c'est la plus grande organisation régionale au monde, elle est en train de poser des jalons pour un devenir commun, pour créer un futur où toutes les populations qui vont bénéficier de ça, parce qu'en fin de compte, ça s'adresse à l'humanité, ça s'adresse au peuple. Merci pour les explications très détaillées. Et quelle est votre réflexion là-dessus, Monsieur Jai? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Peut-être que je vais rajouter juste 2 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est le mot, clairement, c'est l'action, c'est l'OCS en action. La Chine a mené des travaux autour des domaines clés du développement durable, comme M. Mekadem a mentionné, à savoir la réduction de la pauvreté, l'économie numérique, l'industrie verte, la santé publique et la sécurité alimentaire. Et toutes ces actions sont dans le sens de promouvoir le développement économique et social de qualité. Et deuxième mot-clé, c'est l'inclusivité. Je pense que c'est en fait un autre mot-clé qui dit qu'en fait, on prend compte les niveaux de développement économique, les besoins spécifiques de différents pays membres, pour que les fruits de la coopération profitent à un plus grand nombre de nations et de populations. On voit qu'il y a aussi des chiffres qui sont assez intéressants. C'est qu'il y a une grande augmentation dans le volume du commerce entre les pays de l'organisation de Shanghai. Et selon vous, M. Jai, je continue un peu avec vous, quelle est la signification de ces chiffres? Oui, dans le contexte actuel, tout le monde le sait, l'économie mondiale se trouve plutôt dans une situation délicate ou incertaine, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, dans ce contexte, le fait que les échanges commerciaux entre la Chine et les pays de l'OCS augmentent, c'est très, très encourageant. Je vais en fait vous citer un autre chiffre. En 2024, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les autres pays de l'OCS a atteint un niveau d'environ 512 milliards de dollars américains. Ce chiffre-là est le double de celui enregistré lors du sommet de Qingdao, organisé par la Chine en 2018. Donc ce niveau d'échanges commerciaux a atteint un niveau record historique. Je pense que cette hausse montre plusieurs points importants à signaler. D'abord, cela prouve que la coopération économique entre la Chine et les pays de l'OCS sont très fortes, très liées, ces pays-là. D'un côté, ces pays ont accès au marché chinois. C'est un plus gros marché du monde, un des plus gros marchés du monde. Et de l'autre côté, la Chine trouve aussi chez les partenaires de l'OCS des marchés en croissance rapide pour ses exportations et investissements. Ensuite, on a constaté aussi que les relations économiques se diversifient au sein de l'OCS. Avant, ce sont surtout les énergies fossiles et les ressources naturelles qui dominaient les échanges. Mais aujourd'hui, on voit que la coopération s'étend à d'autres secteurs, comme les technologies de l'information, les énergies renouvelables, le tourisme ou encore des services financiers. Et en plus, ces liens commerciaux serrés entre la Chine et les membres de l'OCS ont créé des conditions favorables pour développer des chaînes de production industrielle dans la région. Donc, on devient plus solide en fourniture. Donc, je pense que l'OCS contribue à améliorer l'efficacité de l'économie régionale, mais aussi améliorer sa capacité à mieux résister aux risques, aux incertitudes. Alors, l'autre fille, vous avez parlé tout à l'heure des intérêts de différents pays membres et l'intérêt de toute l'organisation. Donc, selon vous, comment, dans cette organisation de Shanghai, les pays membres ont participé ont bénéficié à
leur participation ont bénéficié à leur économie respective et quels sont les aspects que les pays membres valorisent le plus dans cette organisation selon vous? La dynamique qui s'est installée à l'OCS est une dynamique réelle. Parce que il faut partir du point que l'OCS aussi, les pays membres de l'OCS, les 10 pays membres de l'OCS aussi, la Chine a pu, à travers ses différentes initiatives, l'une des l'initiative phare, c'est le One Belt One Road, c'est la ceinture, les routes de la soie. Ça a engendré une dynamique. La dynamique, c'est que tous les pays de l'OCS, ils ont développé ce qu'on appelle des visions globales de développement. Et pour la première fois, ces visions globales de développement, elles interagissent les unes avec les autres. On prend au niveau de l'infrastructure, on a vu que comme les infrastructures aujourd'hui qui existent entre la Chine, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan ou la Russie, on parle des autoroutes du numérique, on voit comment la technologie chinoise se développe dans les pays pour accompagner les pays de l'OCS dans leur développement global. On parle des échanges humains parce qu'aussi il y a ce facteur-là qui existe aujourd'hui et les pays de l'OCS bénéficient aussi. Il ne faut pas oublier que la clé de voûte de cette réussite, elle est dans le dialogue, elle est dans l'esprit de Shanghai lui-même. Parce que ce qu'on appelle l'esprit des 5 ou l'étoile des 5, parce que l'esprit de Shanghai, c'est un esprit de communication, de partage, de compréhension, mais aussi de chercher comment s'entraider sans aller vers l'affrontement. Et aujourd'hui, on le voit sur le domaine économique et commercial, parce que les pays de l'OCS, ils bénéficient de la locomotive Chine, parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est la locomotive de l'économie mondiale. Et quand on voit ces pays-là, ils représentent le 1/4 du GDP mondial, mais aussi ils représentent le 1/4 de ce qu'on peut appeler l'espace terrestre international. La Terre, en tant que géographie, c'est 1/4 des territoires de la Terre, avec la moitié de la population mondiale au sein de l'OCS. Et quand on voit ces dynamiques qui s'installent, on comprend l'importance de l'OCS. C'est vrai qu'au départ, c'était une organisation centrée sur la sécurité parce qu'il fallait régler les problèmes au début. Mais aujourd'hui, on voit que la locomotive de l'OCS, elle a dépassé ça parce qu'après, aujourd'hui, ils vont discuter à Tianjin des 10 ans à venir. C'est-à-dire que l'OCS est placée dans demain. Elle est au cœur de développement de demain. Maintenant, les axes, comment on a bénéficié, les pays ont bénéficié sur plusieurs aspects. Comme il a expliqué le professeur tout à l'heure, il a parlé de l'intelligence artificielle, de l'économie numérique, de l'économie verte, du commerce, mais aussi de la lutte contre la pauvreté, mais aussi de l'agriculture, de la santé. Et tout ça, c'est des aspects qui touchent les populations au quotidien. Donc, si on touche ces aspects-là, on va toucher la vie des gens. Parce que l'important, c'est comment ramener ces pays à un développement durable, mais aussi qui est en relation avec la protection de l'environnement, mais aussi avec les intérêts de chaque pays indépendamment de l'autre. Parce que c'est ça le véritable problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les visions. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on bat des visions basées sur les aspects particuliers de chaque pays. Et c'est ça qu'offre l'OCS aujourd'hui comme plateforme. On l'a vu dans le secteur de l'antiterrorisme, dans le secteur de la sécurité, que l'OCS a joué un très grand rôle de stabilisateur. Mais aujourd'hui, l'OCS, elle est en train de prendre ces pays vers un demain meilleur, vers un partage, vers un demain partagé, et aussi vers un demain où le développement durable et la protection des intérêts de chaque membre et le résultat final. En fait, Monsieur Jai, vous êtes spécialisé un peu dans le domaine de l'énergie verte et économie numérique. Lotfi a mentionné tout à l'heure l'évolution de cette organisation de Shanghai. Et aujourd'hui, vous avez
mentionné tout à l'heure aussi qu'on voit cet accent qui est mis sur justement l'énergie verte et l'économie numérique. Pensez-vous que ces pistes-là vont devenir dans l'avenir des piliers importants de coopération selon comment évoluent les choses? Voilà. Oui, effectivement, je pense bien que ces nouvelles pistes que vous mentionnez, c'est-à-dire l'économie numérique et l'énergie verte, offrent clairement des grandes opportunités pour la croissance de l'économie en général dans le monde, mais surtout pour nos pays de l'OCS. Comme vous dites, je travaille chez une société de technologie numérique. Je crois bien, je vois bien que l'économie numérique est devenue une source de croissance dans tous les secteurs de l'économie. Elle facilite le commerce international, améliore l'efficacité des industries ou des services et ouvre de nouveaux marchés pour les produits et services numériques. Il y a aussi l'énergie verte, ça fait aussi partie de mon travail ici. Elle permet de répondre aux défis climatiques tout en assurant la sécurité énergétique. Les pays de l'OCS, comme on voit ces pays-là, ils ont de vastes ressources solaires et éoliennes. Donc, ils sont bien placés pour développer des projets d'énergie renouvelable à grande échelle et réduire maintenant leur dépendance aux énergies fossiles. Pour que ces pistes-là deviennent plus promettantes, pour aller plus loin, je pense qu'il faut passer par plusieurs étapes clés. D'abord, il faut essayer d'harmoniser les normes technologiques pour améliorer la compatibilité des équipements, réduire les coûts et baisser les barrières pour les entreprises sur ces marchés-là. Et ensuite, les pays de l'OCS peuvent s'inspirer des expériences réussies entre eux et d'autres régions dans les technologies numériques et l'énergie verte. Donc, il est essentiel de partager les politiques publiques, les bonnes pratiques et les modèles commerciaux pour accélérer l'adoption de ces technologies. En fait, ensemble, je suis convaincu que l'économie numérique et l'énergie verte ont un grand potentiel de devenir des moteurs locomotives de croissance pour l'OCS. Pour cela, il faut travailler ensemble, harmoniser les normes et partager les connaissances et expériences. C'est intéressant de voir l'évolution des choses dans une organisation qui sont spécialisées dans la sécurité vers autre chose. Et dans cette évolution-là, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont passées. Et aussi, on voit la publication d'un recueil qui s'appelle « Histoire de l'OCS à l'ère nouvelle », qui a recueilli 18 cas qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de l'organisation. Avez-vous entendu parler ou vécu personnellement des histoires intéressantes, des anecdotes que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs? Oui, durant ma carrière de journaliste, quand j'ai commencé à entendre parler de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, j'arrivais pas à voir l'intérêt, mais aussi le but de cette organisation. Mais à partir des années 2016-2017, et après quand l'organisation a accueilli l'Inde et le Pakistan, je commençais à dire comment... Parce que là, on a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Parce que là, voir les anciennes républiques du bloc soviétique avec la Chine, en ajoutant le Pakistan et l'Inde, qui sont aussi des grands marchés, et je commençais à voir qu'il y a quelque chose qui, au niveau de la géopolitique, est en train d'être créé. Et l'une des deuxièmes surprises aussi, quand j'ai vu que aussi l'OCS a fait appel à quelques pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et après on a eu le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, et ça dit que l'OCS est en train de devenir un pilier dans ce qu'on appelle un monde global, un monde basé sur le respect, là où, au même moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le monde perdait son nord vers des chemins extrêmes, si je puis dire ça, entre
qui sont basées sur le protectionnisme, mais aussi sur la méfiance de l'autre. On a une association, on a une organisation qui dicte le contraire, qui est en train d'avoir une nouvelle vision, comment essayer de bâtir un demain meilleur pour les populations, pour des pays qui cherchent leur Eldorado, qui cherchent à sortir de la pauvreté, à créer des dynamiques et des richesses au cœur avec un développement durable, mais aussi en utilisant tous les aspects de la technologie. Ces pays-là qui étaient tournés vers ce qu'on appelle les énergies fossiles, aujourd'hui, ils sont à la tête de la recherche pour utiliser ces énergies renouvelables dans un monde qui souffre d'un dérèglement climatique ou d'une perte de vitesse dans la protection de l'environnement. Et c'était l'anecdote comme journaliste parce que quand j'ai entendu parler après de l'OCS, j'arrivais pas à voir. Parce que dans ma tête, je me disais, ça c'est une nouvelle organisation, c'est comme l'OTAN, ou c'est l'OTAN d'Asie. Et après, j'ai compris. Oui. Une question à poser, ouais. Et après, j'ai compris que vraiment, l'esprit de Shanghai, il est plus ancré dans un devenir commun, dans un intérêt des populations ou dans un intérêt humanitaire pour créer une dynamique pour permettre au peuple de sortir de la nuit à la lumière. Et M. Jia Yongping, avez-vous des choses à nous partager? Oui, j'ai en fait travaillé pendant presque 30 années dans les pays étrangers. J'ai beaucoup d'histoires, mais je vais juste mentionner une petite anecdote, peut-être, mais intéressante pour moi. Je me souviens, en fait, il y a plus de 10 ans, j'allais participer à une conférence sur l'énergie solaire en Ouzbékistan. Mais l'aéroport, j'ai pas pu, c'était à Pékin, j'ai pas pu embarquer dans l'avion parce que mes documents n'étaient pas complets pour aller au Ouzbékistan. Du coup, la compagnie aérienne, c'était compagnie aérienne de Ouzbékistan, a tout de suite appelé son ambassade en Chine, à Pékin. Finalement, un fonctionnaire consulaire de l'ambassade de l'Ouzbékistan est venu spécialement directement à l'aéroport avec un sceau de visa pour moi, pour compléter toutes les formalités pour moi aller à Ouzbékistan parce qu'il a dit il est très important pour l'Ouzbékistan d'avoir cette possibilité de développer l'énergie solaire. Et aujourd'hui, la Chine et l'Ouzbékistan, comme avec certains pays de l'OCS, on a des mécanismes d'exemption mutuelle de visa. Maintenant, le déplacement devient plus facile. Et on voit qu'aussi, dans l'Ouzbékistan, l'énergie solaire a fait de grands progrès. Je vois une centrale de l'énergie solaire a été construite dans le désert de Namagan, dans le pays, et qui a commencé même production d'électricité. Dans ce projet, les entreprises chinoises non seulement ont développé des panneaux solaires, mais aussi planté des arbres fruitiers dans le désert pour transformer cette partie de désert en une belle oasis. C'est assez impressionnant de voir quelqu'un qui vient avec un sceau pour le visa. C'est vrai que on voit l'importance de l'organisation mais dans le futur, comment ça va évoluer selon vous? L'autre fille, je pense, sur en dehors de la Chine, dans les pays occidentaux surtout, il y a aussi des interprétations différentes de l'OCS. Comme vous dites, il y aura pas mal de gens qui vont dire que oui, c'est un outil géopolitique et tout. Donc, comment, pour un peu conclure notre émission, comment va évoluer les choses dans l'avenir? Je pense que l'OCS, elle évolue dans le bon sens de l'avenir. Parce que l'OCS, elle était capable de se changer de sa genèse de création. Et on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut revoir que le nombre. C'est la plus grande organisation régionale au monde, avec 10 membres, 14 membres partenaires du dialogue, 2 membres observateurs, la moitié de la population de la Terre.
un quart de l'économie mondiale et un quart de l'espace terrestre. J'ai parlé tout à l'heure, moi je viens de la région MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Quand on voit l'engouement des pays arabes pour venir interagir avec l'OCS, c'est très important. Je pense à des pays futurs tels que l'Algérie, qui pourra demain venir être membre aussi de l'OCS. C'est-à-dire, on voit que cette dynamique, elle est en train de gagner en respect, mais aussi les gens y croient. Donc, quand on y croit à quelque chose, on va travailler dur pour faire réussir ça. Et surtout, comme on l'a dit, on l'explique, le monde aujourd'hui, il est dans un tunnel. Il est entre la première et la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, on est à l'aube des nouvelles conceptions de demain. Et cette nouvelle conception de demain, elle est dictée par plusieurs paramètres. L'un des plus grands paramètres, comme il a expliqué tout à l'heure notre cher professeur, c'est l'économie numérique. L'intégration de l'économie numérique dans un monde qui évolue très vite, avec ce qu'on a comme database, qu'on a les autoroutes de l'information, mais aussi on a les autoroutes et les infrastructures de façon traditionnelle. Aujourd'hui, toutes les dynamiques et toutes les politiques de développement, elles peuvent interagir entre elles. Si on prend par exemple l'Asie centrale, elle peut interagir demain avec la région du Moyen-Orient, elle peut interagir avec des pays de Sud-Asie, et tout ça, ça va créer une dynamique. On a un avenir commun. On a des économies reliées entre elles. C'est demain on arrive à baisser ces barrières tarifaires, barrières au niveau administratif, au niveau de paperasse, de la lourdeur de la bureaucratie. Il y a beaucoup de choses qui vont aller de l'avant, et demain il y a beaucoup de peuples qui veulent utiliser l'énergie renouvelable, qui veulent utiliser le soleil, qui veulent utiliser la technologie pour résoudre beaucoup de problèmes. Et la société, les sociétés de ces pays-là, ils acceptent. On voit que l'un des facteurs, et peut-être c'est ce que moi qui viens du sud global, que je reproche au monde occidental, c'est cette vision, c'est l'absence des ponts entre les civilisations et entre les populations. Aujourd'hui, le monde occidental, il voit dans le monde, dans les pays du sud, il voit en eux des pays sous-développés, des pays qui n'ont pas droit au chapitre, des pays qu'on ne doit pas écouter, mais qu'on doit utiliser leur énergie, que ce soit fossile, renouvelable, qu'on doit utiliser leur minerie, mais qu'on ne doit pas les aider pour avoir un système de santé, pour protéger leur environnement, parce que tous les pays développés, ils viennent verser leurs déchets dans les pays sous-développés. Et c'est l'absence de ce respect, l'absence de ce dialogue qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que le Sud global est en train d'interagir entre... il est en train de faire, si je puis dire, un brainstorming. Il est en train de cogiter pour essayer de trouver quelque chose. Et l'une des solutions, ça va être l'OCS. Et je pense que la déclaration de Tianjin va apporter des éclaircissements sur les 10 ans à venir, mais aussi qu'elle va être le socle à un devenir commun, mais aussi un socle, un appel à pied levé à d'autres partenaires, à d'autres pays qui vont venir pour agrandir cette famille de l'OCS. Et je pense que demain, elle aura un grand mot à dire, surtout pour bâtir un demain meilleur, un demain basé sur le partage et le respect. Et je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Merci. 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 Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.